Bonjour et bienvenue sur LVC by Cultura. Merci de nous rejoindre encore une fois dans votre émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui une personnalité qui n'est plus à présenter. Il s'agit de M. Kamara Keba, titulaire d'un Master 2 de philosophie à la faculté des sciences humaines à l'université Lille 3. Aujourd'hui, il est aussi en train de préparer un double cursus, notamment en sciences de l'éducation. Il doit bientôt repartir à l'université de Laval au Canada pour son PhD, entendez par là le doctorat de philosophie. Nous avons l'honneur ici de recevoir cette éminente personnalité que j'appelle d'un nom ici modestement. Bonjour Monsieur Kamara Keba. Bonjour Daoula. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme on l'avait annoncé lors de notre première émission avec nos téléspectateurs. Vous devriez aller au Sénégal pour un séjour. Aujourd'hui, vous êtes de retour ici en France. Vous êtes en train de préparer votre voyage le 24 du mois prochain pour le Canada. Oui. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons traiter d'un certain nombre de questions relatives à votre domaine. Nous allons parler de la politique et de la notion de l'éthique, de la morale, de la religion. Quel rapport y a-t-il entre ces différentes notions? Que faut-il comme éthique, morale et religion à nos politiciens afin qu'ils puissent gérer à bien cette politique? Dans la deuxième partie de l'émission, nous traiterons également de l'actualité relative au Sénégal par rapport au livre de M. Ndao et aussi l'actualité relative aux étudiants sénégalais. Et nous finirons par l'actualité internationale, par le cas de Gaza notamment et de l'Irak. Alors, M. Kamara Keba, quelles sont les propositions concrètes que vous pourriez apporter pour mener à bien notre politique d'un point de vue éthique, moral et religieux? Merci beaucoup. C'est un plaisir de se retrouver une fois de plus dans ce plateau. Premièrement, il serait important de préciser le concept de politique. Quand on parle de politique, qu'est-ce que l'on veut dire réellement? Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, ça vient d'abord de politikon. Qu'est-ce qui signifie? C'est le fait, n'est-ce pas, de savoir gérer les affaires de la cité, entendez par cité n'importe quelle société. Cela signifie alors que nous sommes tous des politiques, donc ne confondons pas le politique et la politique. Nous sommes des politiques au sens où chacun d'entre nous participe dans ce qu'on appelle la gestion des affaires de la cité. Alors, si tel donc est le cas, la politique ici est entendue dans un sens très large, où tous les individus, toutes les personnes, n'est-ce pas, sont des politiques. Qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, nous sommes tous embarqués dans la vie sociale, alors nous sommes tous condamnés à prendre acte, à prendre part dans ce qu'on appelle la gestion des affaires de la cité. Toutefois, l'autre politique, effectivement, qui certainement intéresse plus ou moins tous les citoyens, c'est le fait que dans la société, il y a certaines personnes que nous appelons politiciens, autrement dit, qui font même œuvre de politique. Par exemple, François Hollande, on peut prendre le cas d'Alpha Condé, on peut prendre le cas du président du Sénégal. Ce sont donc des politiciens. À ce niveau-là, eh bien, on a fait un constat, et dans toutes les sociétés, qu'en général, certains politiciens manquent ce qu'on peut appeler d'éthique. Mais l'éthique ici, ce n'est pas la morale. Ce n'est pas le fait de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Au-delà de ceci, c'est une autre valeur suprême que chacun d'entre nous doit tendre au-delà, n'est-ce pas, de nos religions, de nos cultures, de nos sociétés. Parce qu'en ce sens où ce concept d'éthique doit permettre aux politiciens de savoir agir et bien agir pour le bonheur de tous et non pas uniquement pour leur bonheur propre. En ce sens-là, une chose aussi à comprendre, c'est qu'en politique, on n'est pas dans une autre affaire. Et c'est un peu compliqué. Prenons le cas, exemple, de Max Weber, lorsqu'il nous fait comprendre qu'on ne peut pas agir de la même façon que nous agissons dans nos sociétés, on ne peut pas agir de la même façon en politique. Cela signifie que lorsque nous sommes en politique, il y a des compromis. Il y a, n'est-ce pas, souvent des enjeux qu'il faut prendre en compte. Un politicien qui fait des promesses, il le fait aussi à base, n'est-ce pas, donc de compromis, d'enjeux, d'intérêts, des fois qui peut tendre à l'intérêt du parti. Souvent d'intérêt quand même qui peut aller au sens qu'on peut appeler l'intérêt du peuple. Donc le politicien, il est souvent divisé en ce qu'on appelle ces deux mondes, le monde de compromis. Cela signifie donc, n'est-ce pas, qu'agir en politique, ce n'est pas la même chose qu'agir chez soi. On peut faire des affaires avec son épouse, avec son quartier, avec une association, mais lorsque nous sommes dans le champ politique, on est des fois, n'est-ce pas, condamné à respecter certaines réalités. Cependant, cela ne signifie pas maintenant que le politicien il est indemne, n'est-ce pas,
eh bien, de tout jugement qui doit agir de la sorte. C'est pour la simple raison que les politiciens, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, souvent faire des choses comme on le fait dans, n'est-ce pas, dans nos maisons, parce que là, ils gèrent, n'est-ce pas, des hommes, ils gèrent, n'est-ce pas, des actions, ils gèrent des compromis, ils gèrent l'avenir du peuple. En ce moment-là, la politique, n'est-ce pas, doit revenir sur ce qu'on appelle sur les bases de l'éthique afin qu'à la fois le bonheur de la société, le bonheur d'un citoyen, le bonheur du peuple, mais aussi l'avenir même, le développement, n'est-ce pas, d'un pays, puisse aller au même moment, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle l'éthique et la vision, n'est-ce pas, des uns et des autres. Alors aujourd'hui, force est de constater que la plupart de nos politiciens, pour ne pas dire tous, sont dénués de cette valeur éthique, cette valeur d'éthique, cette valeur de morale et cette valeur aussi religieuse. Comment concilier toutes ces valeurs à une bonne gestion de cette politique? Oui, justement, c'est le fait de voir concilier l'ensemble de ces valeurs-là, et d'ailleurs même c'est une sorte de sacerdoce, c'est une mission effectivement extrêmement élevée, pour la simple raison qu'on peut revenir un peu en arrière et voir l'histoire même, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le leader, ce concept d'être un leader politique, d'être à la hauteur. Si nous revenons, on prend le cas de Platon. Platon, il a toujours voulu, n'est-ce pas, proposer ce qu'on appelle le philosophe politique. Soit le roi, il devient philosophe, ou bien le philosophe, il devient roi. Donc pour lui, c'est comme ça que ça doit être. Pourquoi ceci? Parce que pour lui, le philosophe, n'est-ce pas, il est capable, n'est-ce pas, de comprendre avant tout l'enjeu éthique, l'enjeu social, l'enjeu de développement. Donc il met toutes ces valeurs en lui, il est donc porteur de valeurs, par conséquent, il se pose comme étant un bon leader. Aujourd'hui, si on prend l'exemple dans nos sociétés, que cela soit africain ou occidental, le concept, n'est-ce pas, donc de leader, le politicien capable de concilier à la fois les valeurs en même temps d'engagement politique, mais aussi les valeurs d'éthique, les valeurs morales et religieuses, n'est pas aisé à voir. Pour la simple raison que le tournant du siècle voudrait simplement que des fois, on fait une rupture claire entre la politique et la religion, et certains sont donc conduits à ignorer, n'est-ce pas, le volet religieux. Ceci donc dépend de la société dans laquelle on vit. Par exemple, quand nous revenons, n'est-ce pas, chez nous en Afrique, ce concept-là est effectivement très important. Le politicien ne peut pas ignorer nos croyances, il ne peut pas ignorer nos valeurs, n'est-ce pas? Toutefois, il ne peut pas aussi être enfermé, n'est-ce pas, dans une communauté. Il est le porteur de toutes les communautés. Donc, il porte de voix toutes les communautés. Celui-ci, n'est-ce pas, donc, le combat qu'il doit faire afin de concilier toutes les valeurs est un combat d'abord de compréhension de sa société dans laquelle il vit, n'est-ce pas? C'est aussi un combat, n'est-ce pas, de savoir. Il faut qu'on puisse aller de l'avant à connaître, n'est-ce pas, les problèmes internes d'une société afin de pouvoir proposer les solutions les meilleures. Quelles solutions, à votre avis, pourrions-nous proposer à ces politiciens afin qu'ils mènent à bien leur mission? La première solution, à mon avis, c'est d'abord comprendre que gérer les affaires de la cité est une sorte de sacrifice énorme. N'importe qui ne peut pas s'improviser, n'est-ce pas, pour faire une gestion, être porteur de valeur, porteur, n'est-ce pas, d'être président, d'être ministre, etc. Ça ne peut pas être, c'est pas facile. Certains, ils le font uniquement pour des besoins purement personnels. Si donc il y a une solution à ce moment-là, la solution commence avant tout, n'est-ce pas, à dire à certains, sont-ils réellement prêts à prendre ce qu'on appelle le destin d'un peuple? Le font-ils uniquement pour le besoin propre? En ce sens-là, ce que nous donc proposons comme une solution, c'est simplement une refondation, n'est-ce pas, de concept de leader. Le leader, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, mais c'est quelque chose qui se fabrique. Et les citoyens, pour qu'ils puissent avoir un bon leader, ce sont les meilleurs juges, n'est-ce pas, à être là. Ce sont eux qui doivent juger le leader, ce sont eux qui doivent conduire le leader afin effectivement qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, se lancer dans des affaires qui peuvent être malheureuses, n'est-ce pas, pour les affaires de la cité. Alors, chers téléspectateurs, c'est là que prend fin la première partie de notre émission. Tout de suite, nous nous retrouvons pour cette deuxième étape après cette page publicitaire. Merci encore une fois de nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Comme nous l'avions annoncé, nous allons cette fois-ci parler de l'actualité régionale mais aussi internationale.
Monsieur Kamara Keba, vous avez certainement suivi avec attention ces derniers temps l'ensemble de l'actualité dans le monde entier. Mais bien avant, j'aimerais d'abord qu'on parle de l'actualité sénégalaise. Monsieur Ndao a fait un ouvrage qui a créé beaucoup de polémiques et qui a fait couler beaucoup de salive. Quelle est votre analyse par rapport à cet ouvrage? Oui, premièrement, d'abord, précisons que le colonel Ndao, c'est un monsieur remarquable pour la simple raison qu'il a échelonné l'ensemble des galons. C'est ce qu'on appelle un ancien enfant de troupe. Au Sénégal, on sait très bien que le protocole militaire est dédié uniquement aux meilleurs, non pas plus nuls, mais aux meilleurs. Donc, M. Ndao, après avoir effectivement été victime de calomnies, de beaucoup de choses qui ont volé son poste du second haut commandement de la gendarmerie, a décidé, après avoir consulté, du moins il a essayé d'abord, n'est-ce pas, de s'adresser au président, il n'a pas pu. Il a essayé de consulter les ministres des forces armées, il n'a pas pu. Du coup, la seule solution qui lui restait, pour garder, comme il le dit, son honneur, c'est de publier, c'est d'écrire et d'expliquer aux citoyens réellement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était donc très simple. C'est le fait que dans la gendarmerie sénégalaise, le haut commandant qu'on appelle Fall, le général Fall, est donc traîné dans une affaire de magouille. Et finalement, il a pu se dérober et en fait mettre, n'est-ce pas, le colonel Ndao à sa place. Donc c'est lui qui est ce qu'on appelle le bouc émissaire et qui doit payer, n'est-ce pas, tous ces crimes, toutes ces magouilles, etc. N'est-ce pas? Donc du coup, le colonel Ndao, en essayant donc d'écrire à la fois, il rend de cette façon-là une justice pour lui-même, pour donc restaurer son honneur. Ensuite, pour les citoyens sénégalais, pour qu'ils puissent savoir réellement ce qui s'est passé. Et enfin, pour que la gestion des affaires de l'État puisse avoir une bonne gestion, une gestion saine. Il faut le dire, il est allé même au-delà des réalités sénégalaises. Notamment, il a indexé du doigt certaines pratiques qui se font en Guinée. Que dites-vous par rapport à ça? Oui, au fait, il était envoyé d'abord, je le rappelle, il était envoyé comme ambassadeur, mais rattaché, n'est-ce pas, à l'ambassade pour les affaires de l'armée. C'est le représentant naval et aérien de l'armée sénégalaise en Guinée à l'époque, c'est dans les années, je pense, 2004. Colonel Ndao, ce qui doit avoir marqué pour l'armée guinéenne, comme il le dit, l'engouement ne manque pas dans l'armée guinéenne. Quand on regarde les soldats guinéens, on regarde, n'est-ce pas, on les voit, on sait effectivement qu'ils ont envie de bien faire. Mais ce qui était inquiétant à son niveau, c'est que voici une armée qui n'a aucune formation, une armée qui n'a pas ce qu'on appelle, compris qu'au XXIe siècle, le métier de l'armée est un métier sérieux, un métier effectivement de carrière, qu'il faut se donner en termes d'abord de formation. C'est que justement, le Sénégal, il ne le compare même pas à la Guinée. Pour lui, la question est très simple, c'est que vraiment la Guinée, l'armée guinéenne n'a jamais eu une formation sérieuse. C'est ça la vérité. Et ce qui est malheureux, cette notion de commandement n'existe même pas en Guinée. Puis c'est le président qui fait tout en même temps, qui décide qu'il veut mettre ici. Pour lui, finalement, s'il faut donc réformer quand même, n'est-ce pas, donc, du moins l'armée sénégalaise, on ne compare même pas à l'armée guinéenne. Ça, c'est une sorte, n'est-ce pas, de lapsus qu'il a introduit dans ce qu'on appelle son livre, pour critiquer un peu la gestion de l'affaire guinéenne, tout en dissociant, n'est-ce pas, la qualité de l'armée sénégalaise à celle-là. Ce qui ne voudrait jamais dire, justement, quand même, qu'il jette un discrédit total sur l'État guinéen. Alors, on revient rapidement sur l'actualité concernant les étudiants sénégalais qui récemment ont revendiqué leur bourse. Alors, cela a causé des bavures, ça a causé pas mal de dégâts humains, notamment, et voire même matériels. Oui, au fait, déjà à présent, j'ai le mémoire que j'ai donc écrit, qui sera justement, donc, que je vais soutenir en visioconférence. J'ai donc décrit justement cette situation-là. C'était prévisible, je dis que c'était prévisible au sens où l'État sénégalais est en train de vouloir faire des réformes à la hâte. On veut coûte que coûte atteindre le système américain, le système français, faire que nos universités soient compétitives, ça ne signifie pas qu'il faut sacrifier des étudiants. Aujourd'hui, il y a eu un mort, il y a eu d'innombrables, n'est-ce pas, blessés. Et ce qui est grave, c'est qu'en fait, l'État ne se préoccupe pas tout à fait de cela. Or, le Sénégal a atteint un niveau où ce concept de démocratie est clair parce qu'au sens où les citoyens, les étudiants, les élèves continueront à manifester leur désarroi. Aujourd'hui, ma position sur cette affaire-là est très simple. C'est l'État qui doit prendre un recul, c'est l'État qui doit revoir sa copie pour la réforme de l'université sénégalaise et intégrer cette fois-ci l'ensemble des acteurs de l'éducation dans le pays. Alors, M. Kamara Keba, avant de se projeter sur l'actualité internationale, très rapidement, un dernier mot sur
la question d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest, notamment dans les républiques sœurs du Sénégal, en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria? Oui, la question d'Ebola nous préoccupe tous. Et ce qui est inquiétant, dans les pays développés, on ne verra jamais ces situations-là. Cela suppose jusque-là que nous sommes à un niveau primitif de vie. Devons-nous continuer à manger, n'est-ce pas, les animaux sans les contrôler, et n'importe lequel, tout en expectant que c'est bon Dieu qui va nous aider à ne pas être malade? Une question, n'est-ce pas, de civisme qui est donc posée. Et je pense qu'aujourd'hui, d'une part, si les Africains sont victimes de cette maladie, d'autre part, la communauté internationale a le devoir de nous aider afin qu'on puisse sortir. Ce qui est malheureux, on voit le sérum miraculeux que les Américains, n'est-ce pas, ont déjà, et effectivement, ils l'ont envoyé au Libéria, paraît-il, à test expérimental. Mais ce qui est inquiétant dans tout ceci, c'est qu'il faut qu'ils puissent aider les Africains eux-mêmes à produire ces médicaments afin, n'est-ce pas, de pouvoir contrôler la situation dans l'avenir. Non pas à être dans ce qu'on appelle une position de l'assistance. Alors, pour bosser sur l'actualité internationale, aujourd'hui à Gaza, notamment en Palestine, nous avons vu lors de ces conflits qu'il y a eu des milliers de morts. Oui. Et la position des organisations internationales ainsi que des grandes puissances est sans doute, comme vous le constatez, très critique. J'espère que vous suivez tout ça de très près. Absolument. Nous avons aussi constaté d'autre part qu'il y a eu une aide très importante de la part de la France et de certains pays en Irak. Quelle est votre position par rapport à toutes ces questions-là? L'analyse que j'ai d'abord, c'est d'avant tout analyser le concept de l'ONU. Qu'est-ce que c'est que l'ONU? De Gaulle disait c'est un machin qui sert à quelques-uns des fins de manifester leur force, ou bien simplement de dicter leur bon vouloir. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Gaza, nous savons tous effectivement que ce sont des crimes contre l'humanité, des gens qui ont été tués vraiment comme si nous étions encore à l'époque de l'Holocauste, et pourtant, les Américains ne devront rien dire. Et ce qui est inquiétant, la France qui ne dit rien pour ces situations-là est encore prête à aller très vite aider ceux qui sont en Irak par simplement... La France a une position qui est bien connue, qui n'est pas cachée. Mais ce qui est inquiétant, la France fait ce qu'on appelle le jeu de l'hypocrite. Souvent, je disais en petit texte, la France n'a pas la conscience, n'est-ce pas, donc effectivement du respect de certains droits, elle a plutôt une conscience de certaines arrogances. Et lorsqu'on sait que c'est un pays qui est connu comme un état de droit, c'est vraiment aberrant qu'elle puisse adopter une position qui reste jusqu'ici. C'est tout le problème de la France, tout le problème de l'Europe, et c'est toute la problématique de l'ONU. Parce que simplement, ceux qui sont opprimés resteront dans l'oppression tant que les Américains, tant que l'Union européenne ne trouve pas, n'est-ce pas, ce qui l'intéresse. En tout cas, la situation à Gaza, en Palestine, a tant perduré. Saluons l'effort de la France en Irak. C'est très important de venir en aide aux opprimés, mais il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures quand il s'agit d'une question humanitaire. Nous tendons à la fin de cette émission. M. Kamara Keba, votre dernier mot à l'ensemble de ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et surtout à l'ensemble de ces jeunes Sénégalais qui représentent ce que j'appellerais ici la relève et l'avenir de ce pays et voire du continent africain. Qu'avez-vous à leur dire? Merci beaucoup. Le dernier mot n'est pas toujours facile à dire, étant donné que quand on parle de dernier mot, faut-il donc conclure? Alors, pour ne pas conclure, étant donné qu'il se pourrait qu'on ait l'occasion de se retrouver plus tard, je pense que s'il faut donner quelque chose ou dire quelque chose à l'endroit de tous ceux qui sont jeunes et étudiants et autres, c'est avant tout s'occuper vraiment des études. Le savoir est la chose qui nous différencie. Le fait que nous connaissons une chose, ça nous aide à ne pas vivre comme des animaux, ça nous aide effectivement à se développer, à avoir confiance en soi-même, afin, n'est-ce pas, de déclencher de façon unanime le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique va nécessairement passer par les jeunes. Le développement de l'Afrique va nécessairement passer par les jeunes. Voilà le conseil que prodigue notre invité, M. Kamara Keba, ce soir, qui nous a fait l'honneur et le plaisir encore une fois de partager ici ce plateau avec nous. Et il sera très prochainement au Canada. Nous espérons le retrouver pour une prochaine émission. Encore une fois, merci M. Kamara. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous vous disons au revoir, en espérant aussi vous retrouver. À très bientôt et ça a été un plaisir pour nous de vous servir.